le podcast Logistique Québec, la logistique d'ici pour tous. Bonjour Maude. Bonjour, ça va bien? Oui, on reçoit à nouveau aujourd'hui M. Ruet. M. Ruet, bonjour. Bonjour Billy, bonjour Maude. Donc, on a reçu M. Ruet là, pour un autre segment où est-ce qu'on parlait de son parcours professionnel. M. Ruet qui est ancien PDG au CN. Puis, on voulait faire un segment avec vous aujourd'hui pour discuter vraiment du transport ferroviaire qui est peut-être des fois un peu moins connu. On est habitué tout le monde de voir les camions se promener, par exemple, sur l'autoroute 20, sur l'autoroute 40 pour les différentes livraisons. On en prend conscience. On voit souvent le train passer, mais on ne sait pas exactement tout l'envers du décor dans tout ça. Donc, on voulait démystifier le tout aujourd'hui avec vous, en tant qu'expert dans le domaine. Puis, je commencerai, M. Ruet, avec une première question, là, peut-être plus concentrée sur le CN. Là. Si vous pourriez nous résumer là, en une minute ou deux, là, c'est quoi le CN exactement là, pour les gens qui... J'ai fait mes devoirs avant notre rencontre, mais je veux l'entendre de vous. Là. C'est quoi le CN exactement au Québec? Au Québec, au Canada. Fait que premièrement, le CN, c'est une compagnie nord-américaine, même si ça s'appelle Canadien National. Le CN a des opérations au Canada et aux États-Unis parce que depuis la privatisation en 1996, le CN a acheté 5 autres entreprises, principalement aux États-Unis. Fait que le réseau est nord-américain. Donc, grosso modo, le CN, comme les autres entreprises de chemin de fer, les gros chemins de fer, c'est des entreprises qui sont là pour stimuler le commerce à l'intérieur du Canada. Environ un tiers des revenus du CN, c'est bouger des produits d'est en ouest. Le commerce avec les États-Unis, on en a parlé beaucoup depuis le décès de M. Mulroney, l'entente avec les Américains a vraiment stimulé le commerce Canada aux États-Unis. Donc, un tiers des activités d'affaires du CN sont avec les destinations vers les États-Unis. Et un tiers est connecté avec le commerce international. Donc, du produit canadien qui est exporté par les ports canadiens en passant par le chemin de fer, ou du produit d'autres pays qui rentrent au Canada par les ports. Ça, c'est principalement par conteneur pour aller servir ce que les consommateurs ont. Fait que le CN, finalement, c'est un moteur économique logistique utilisé beaucoup par le domaine manufacturier, beaucoup par le domaine des ressources naturelles et beaucoup pour les produits de consommation, mais généralement pour des très longues distances. Donc, souvent, on parle d'intermodal, les conteneurs qui rentrent dans les ports ou qui sortent par les ports. Et puis, c'est un domaine très industriel. Il y a 25 000 employés, une entreprise qui fait affaire avec d'autres grandes entreprises, qui ne font pas affaire directement avec les consommateurs, donc beaucoup moins connues. Des entreprises qui sont financièrement très, très solides. Le CN est listé à la bourse de New York et la bourse de Toronto. Si vous regardez sur la bourse de Toronto, le CN, normalement, est la 4e plus grande entreprise en termes de valeur boursière. La valeur boursière est environ 110 milliards canadiens. Donc, c'est de l'ordre de grandeur des grandes banques. Et puis, des entreprises qui ont beaucoup de moyens, c'est des services essentiels à l'économie canadienne pour faire les 3 types de commerce qu'on parlait tout à l'heure. La grande majorité des employés, les 25 000, là, c'est au Canada, j'imagine? La grande majorité des employés sont environ, je dirais, 60 au Canada, 40 aux États-Unis. Okay. Le CN a historiquement toujours eu son siège social à Montréal. Donc, à Montréal, c'est vraiment là le cœur. Il y a une bâtisse au centre-ville, juste à côté de la gare centrale de 15 étages. C'est tous les employés du CN. C'est là qu'on retrouve tout le département de finances, comptabilité, technologie de l'information, relation avec les investisseurs, ressources humaines, etc., etc. Les groupes d'opérations sont généralement plus dans les opérations, donc on va en trouver à Shawinigan, à Québec, à Montréal, mais à beaucoup d'autres villes à travers le Canada et les États-Unis. Et puis, les équipes de commerciales sont généralement aussi distribuées à grandeur du Canada et des États-Unis, dépendamment où sont situés leurs clients. Mais le CN est un des grands sièges sociaux à Montréal, et puis il y a beaucoup de possibilités de carrière dans les domaines que j'ai mentionnés tout à l'heure. Précisément au centre-ville de Montréal, au siège social, il peut y avoir combien d'employés à peu près? Alors, je pense que ça doit jouer autour de 1500 personnes. Et puis, parce que c'est le siège social, c'est des emplois très bien rémunérés.
C'est aussi, ça donne la possibilité de montrer les échelons dans notre carrière sans déménager de ville si vous êtes en technologie de l'information, finance, comptabilité, ressources humaines, etc. Ben ouais. Si vous êtes dans les opérations de marketing, là, probablement qu'au cours de carrière, on va vous demander de vous rapprocher de vos clients, de vos opérations et déménager dans d'autres villes d'Amérique du Nord. Wow, c'est super intéressant. C'est méconnu du grand public. Hein? Tout le monde connaît le CN, mais la façon dont vous nous en parlez, je suis certain qu'il y a plein de gens qui sont en train de s'instruire qui ne comprenaient pas ça. Donc, en gros, le CN, c'est une compagnie qui est en logistique, qui fait de l'intermodal, qui est avec les trains, mais il y a des carrières de marketing, il y a des carrières en toutes sortes d'affaires qu'on peut avoir au CN. Des carrières en marketing, des carrières en opération, des carrières en ingénierie, carrière à développer des nouvelles technologies pour automatiser les opérations ou être vraiment, avoir des opérations où chaque tâche est beaucoup moins physique. On utilise beaucoup plus la tête des gens plutôt que leurs mains. Un exemple, par exemple, c'est qu'on a développé au CN des portails d'inspection de train. Historiquement, l'inspection d'un train, ça se faisait de façon manuelle par une personne qui inspecte le train de façon physique avec une flashlight, puis il regarde différentes choses. Ce qui a été créé, c'est les trains maintenant passent au travers de portails. Il y a des caméras de très haute résolution qui prennent des milliers de photos à mesure que le train passe à vitesse normale dans le portail. Okay. Ces photos-là sont analysées par des algorithmes qui sont capables de détecter les pièces qui ont besoin d'entretien. Et de là, éventuellement, elles renvoient aux gens qui, originalement, faisaient l'inspection manuelle, leur envoient des work orders, c'est-à-dire on pense que l'ordinateur ou l'algorithme a déjà déterminé que probablement telle pièce est probablement besoin d'attention. Donc maintenant, les gens, au lieu d'inspecter tout de zéro, ils vont inspecter des choses qui ont déjà été relevées par les algorithmes. Ça, c'est un exemple, par exemple, d'une tâche qui est moins physique maintenant et aussi toute la partie la plus... On amène des exceptions aux gens plutôt que de les amener la tâche au complet. Donc, on fait plus affaire à leur connaissance parce que maintenant, on les amène à inspecter des choses qui ont vraiment besoin d'une attention spéciale au lieu de leur présenter un train complet puis de chercher une aiguille dans une botte de foin. Ben oui, wow, c'est autodirigé. Caroline, très intéressant. Ce type de projet-là, est-ce que ça va être mis en place par une équipe en particulier ou au final, c'est plein de parties prenantes de l'entreprise qui va travailler sur ça? Comme dans beaucoup de choses en gestion, ça va être beaucoup de gens qui vont être impliqués. Il va y avoir des gens impliqués dans l'ingénierie. Premièrement, il faut que quelqu'un ait l'idée. Souvent, ce qu'on fait, c'est on vole l'idée d'inspecter par des caméras à haute résolution et des algorithmes dans une autre industrie. Il y a d'autres industries qui font des choses similaires. Donc, on prend l'idée dans une autre industrie, on l'amène ici, faut y croire. Ça marche pas toujours au début. Tu as plusieurs défaites avant d'arriver à des succès. Donc, tu as des gens en ingénierie, tu as des gens en finance qui regardent comment ça va coûter, comment on va justifier le retour sur investissement. Tu as des gens au niveau très senior, comme moi, quand j'étais PDG, qui disent, bon, ben, je pense qu'il est temps qu'on bouge dans ce sens-là. C'est pas certain que ça va fonctionner. Ça va peut-être prendre du temps, mais c'est une chose, je pense, où on est rendu là. Et puis, pour finaliser la possibilité de succès, tu vas chercher des consultants à l'externe qui auraient des expériences pointues dans le domaine de développer des algorithmes basés sur des photos, etc., etc. Fait que tu fais des équipes. Souvent, tu as des ressources, tu as quelques ressources à l'interne qui sont capables de faire ça. Il t'en manque. Tu vas compléter avec des consultants ou des firmes qui peuvent t'aider pendant 6, 8 mois, 12 mois pour jusqu'à temps que tu puisses le faire. Mais ça prend de la persévérance parce que les investisseurs vont dire c'est pas évident que ça va fonctionner. C'est sûr que c'est pas évident que ça va fonctionner. Mais avec la persistance, éventuellement, ça fonctionne. Puis c'est ça l'innovation. C'est ça créer un avantage compétitif. C'est de faire quelque chose qui n'a jamais été fait puis qui n'a pas été fait par d'autres. Puis si tu es le premier à le faire fonctionner, bien, ça donne un avantage compétitif pendant 2, 3, 4, 5 ans jusqu'à temps que tout le monde décide de faire la même chose. M. Ruet, au Canada, on a le CN. Aux États-Unis, c'est quoi le penchant du CN? C'est quoi l'équivalent? Ça s'appelle aussi le CN, mais les entreprises que le CN avait achetées aux États-Unis, il y en a une qui s'appelait le Illinois Central. Donc, c'est un chemin de fer qui suit la rivière Mississippi jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Okay. Le Wisconsin Central qui est au Wisconsin, le EG&E qui est à Chicago. Donc, la marque du CN est toujours gardée à grandeur du réseau,
Oui. Mais les anciens noms, EG&E, Wisconsin Central et North Central, sont encore connus par les gens. Puis le réseau ferroviaire, là, mettons, on se ramène au Canada, peut-être plus, là, mais le réseau ferroviaire, là, il appartient-tu au CN aussi ou c'est divisé entre un gouvernement, Via Rail, je dis n'importe Oui. quoi, mais vous comprenez la question. En Amérique du Nord, les grands réseaux appartiennent aux propriétaires. Donc, dans le code, c'est la même chose que le code CN. Donc, le CN est propriétaire du réseau, des terrains sous le réseau comme tel, les cours de triage, les cours intermodales, et puis tout le matériel roulant, les locomotives et environ 50 des wagons. L'autre 50 des wagons, 50-60 des wagons, ils sont fournis par des clients. Les clients louent les wagons, les achètent, puis les donnent au chemin de fer. Donc, on parle d'investissement de capital très important, généralement, c'est 3,3 milliards par année d'investissement de capital, principalement en entretien et aussi en croissance pour réparer le réseau, l'agrandir, réparer les équipements roulants, acheter les équipements roulants. Oui. Tout appartient, grosso modo, tout appartient à la compagnie de transport de marchandises. Les compagnies comme Amtrak aux États-Unis ou Via au Canada ne sont pas propriétaires du réseau et puis sont plutôt des utilisateurs. Et puis, en partie, c'est pour ça qu'ils n'ont pas priorité sur le réseau. C'est que quand les gouvernements ont vendu ces chemins de fer-là, ils les ont vendus vraiment pour en faire des chemins de fer qui stimulent l'économie au niveau économique, bouger des marchandises. Oui. Et la priorité des réseaux est donnée à ça. La partie chemin de fer des passagers n'avait pas été priorisée à ce moment-là. Donc, éventuellement, pour avoir vraiment un réseau de chemin de fer passagers très performant, il faudrait qu'ils aient leur propre réseau, comme ils ont fait en Asie, par exemple. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils bâtissent leur propre chemin de fer. Il y a un projet à Ottawa qui peut-être pourrait faire ça éventuellement, mais le chemin de fer en Amérique du Nord, c'est des chemins de fer pour les marchandises. OK. Au départ, là, les chemins de fer, on peut penser que c'était utilisé beaucoup pour coloniser le Canada. Il y avait une technologie à l'époque, puis aujourd'hui, on peut se dire que c'est pas pareil. C'est certain, c'est pas pareil. C'est pas le même genre de technologie qu'utilisent les chemins de fer, les wagons, tout ça. Mais est où la différence entre se démarquer là, début, il y a 50 ans, mettons, versus aujourd'hui, le train, là, ou peut-être il y a plus que 50 ans encore? Les grosses différences, comme tu dis, les chemins de fer au Canada et aux États-Unis ont été bâtis pour développer le pays. Les Américains ils ont passé des 13 États de la côte Est, le New England, à toute grandeur jusqu'à l'Ouest, même chose au Canada. Donc, c'était le mode de transport à ce moment-là. Les autoroutes n'existaient pas. Mais aujourd'hui, ce que c'est vraiment un chemin de fer, c'est beaucoup plus productif que dans le temps. Donc, il y a beaucoup moins d'employés pour bouger beaucoup plus de tonnage. Il y a beaucoup plus de technologie que les gens le penseraient. Une locomotive, c'est aussi automatisé qu'une voiture, c'est-à-dire que même s'il y a 2 personnes qui travaillent dans la locomotive, un conducteur et un ingénieur, de plus en plus, il y a de la technologie qui fait qu'on leur demande de toucher le moins de choses possible. La locomotive, elle fonctionne vraiment pour pouvoir diminuer l'usure, pour pouvoir maximiser la consommation d'énergie, pour pouvoir diminuer les émissions de CO2. Elle fonctionne pratiquement sur un cruise control. Et puis, l'humain, comme dans un grand avion moderne, l'humain, finalement, intervient seulement plutôt quand tu arrives, quand tu démarres ou quand il y a une situation problème. Mais une grosse partie du voyage est vraiment optimisé par des softwares plutôt que par un humain. Ça permet aussi, comme ça, d'avoir des efficacités très, très grandes. Et puis, et l'humain est là pour travailler plus les exceptions, comme dans un gros avion qui, une fois que l'avion est décollé, de moins en moins, l'humain est là pour surveiller et pas là vraiment pour gérer toutes les situations. Monsieur Ruet, c'est quoi qui arrête le train? Moi, pour moi, là, je partais de Rivière-du-Loup, je montais à Québec en auto, puis là, la route était fermée, ben, je prenais le train pour monter parce qu'il y avait une tempête de neige. Donc, la tempête de neige n'arrête pas le train. C'est quoi qui arrêtait le train? C'est vrai que l'industrie du chemin de fer est une mentalité vraiment où quand il y a des problèmes, ils sont résolus rapidement.
Qu'est-ce qui arrête le train? C'est généralement soit des bris mécaniques ou soit des choses au niveau de l'environnement. Fait qu'une tempête de neige, ça reste pas le train. Donc, on parle vraiment, il faudrait qu'il y ait un bris mécanique de la voie ou du train. Il faudrait qu'il y ait des choses au niveau de l'environnement, principalement au niveau de l'eau. Quand l'eau se trouve à laver en dessous de ta traque, puis tu n'as plus de support, des choses comme ça. Or, fait que finalement, l'environnement, par exemple, la situation actuelle a quand même des impacts au niveau du service ferroviaire parce que on a perdu des ponts à des feux. Quand il y a eu des feux de forêt dans l'Ouest, on a perdu des ponts complets. Il a fallu les rebâtir. Quand il y a eu des inondations ou des pluies excessives, on a perdu des parties du réseau. C'est-à-dire que le réseau était lavé. Il y avait plus rien en dessous des tracts pour supporter. Il a fallu rebâtir ça. Le dernier ouragan qu'il y a eu dans les maritimes l'été passé à Nouvelle-Écosse, qui était le premier ouragan qui se rendait jusqu'à Halifax, des choses qu'on n'avait pas avant dans le temps, ça a lavé une partie du réseau en Nouvelle-Écosse. Encore là, il a fallu rebâtir, ça a pris une semaine. Donc, c'est des choses au niveau de quantité d'eau excessive, sécheresse qui amène à des feux, des mouvements du sol ou des bris d'équipement. Les bris d'équipement, de plus en plus, la technologie te permet de les voir avant que ça soit critique. Au niveau de l'environnement, ben là, le réseau est tellement grand, puis il y a tellement d'imprévus au niveau de l'environnement que faut que tu sois prêt à dealer quand ça arrive. Donc, les chemins de fer ont des sections de tracts préfabriquées. Quand tu perds une partie du réseau, généralement, tu as déjà des contracteurs qui sont sous contrat pour t'aider. Et puis, tu as beaucoup de pièces qui sont préfabriquées que tu installes plutôt que de rebâtir les choses de zéro. On appelle ça des panels. Donc, des sections de tracts qui sont prêts que tu fais comme un Lego pour que tu puisses mettre ton réseau en place en donne une semaine ou en 3-4 jours plutôt que 2-3 semaines. Quand même assez rapide comme délai pour réparation, dans le sens que quand on pense à ce même type d'incident sur une route, parfois ça peut être beaucoup plus long à faire les réparations. Donc, vous êtes quand même prêt pour un risque quelconque de bris. Oui. Surtout à la grandeur du réseau, c'est ça qui est impressionnant, que vous soyez en mesure, que ce soit en Colombie-Britannique ou en Nouvelle-Écosse, que vous soyez en mesure de faire des changements rapidement. Oui. Ça, c'est une des expertises des opérateurs de chemin de fer, c'est que dans les derniers 100 ans, il est arrivé différentes choses, plein de choses. Il y a des techniques, des outils, puis aussi une façon de faire qui a été mis en place. Dans les derniers feux de forêt à l'Ouest canadien, par exemple, le CN a créé des genres de trains de pompiers, si vous voulez. Ils ont mis des très gros réservoirs sur des flat cars, des très gros réservoirs d'eau sur des wagons plats. Et puis, ils servaient de ça pour arroser les deux côtés du network quand il y avait un feu dans un endroit pour éviter de perdre le réseau durant un feu. Donc, pendant le feu, il était en mesure d'aller arroser les deux côtés de la traque pour éviter qu'éventuellement les ponts brûlent, etc., etc. Donc, mais c'est toutes des choses qui... Dans le domaine du chemin de fer, tu t'attends à l'imprévu. Puis quand l'imprévu arrive, il faut que tu deals avec rapidement. Et puis, l'économie a besoin des chemins de fer. Les chemins de fer, souvent, c'est juste une traque, c'est une voie. Et puis, si tu perds ta voie, tu perds ton autoroute. Mm-hmm. Donc, c'est très important de la mettre en place rapidement. Et puis, pour les 3 segments d'économie qu'on parlait tout à l'heure, plan canadien avec les États-Unis et la connexion avec les ports pour le marché international. Puis, parlant de justement ces 3 secteurs d'activité-là, c'est quoi les tendances présentement? Est-ce que vous sentez qu'il y a une augmentation du commerce international ou on est plus dans, tu sais, on a une répartition un tiers, un tiers, un tiers, mais on se situe où par rapport à qu'est-ce qui est plus populaire? Puis comment ce qu'on voit, c'est les 3 segments, je dirais, augmentent autant pan-canadien, nord-américain qu'avec le commerce international. Mais la tendance, c'est qu'il y a de moins en moins de produits manufacturés faits en Amérique du Nord. Donc, la croissance du côté des genres de trains qui transportent différentes commodités chimiques, industrielles, ça, c'est en moins de croissance. La croissance est beaucoup plus par ce que les gens d'Amérique du Nord consomment, donc beaucoup plus du côté intermodal, beaucoup plus du côté conteneur. Et puis, avec le temps, il devra y avoir de plus en plus de trains de conteneurs parce que les Nord-Américains consomment.
Et avec le temps, la croissance du côté manufacturier n'est pas aussi forte. Donc, il va y avoir éventuellement peut-être un peu moins de trains qui transportent des produits manufacturiers. Parce qu'ici, en Amérique du Nord, depuis déjà très longtemps, on consomme, mais on fait de moins en moins de choses physiques qui ont besoin de transport. Donc, on transporte beaucoup plus de produits finis et moins de matières premières que ce qu'on a déjà fait. C'est ça. On transporte beaucoup plus de produits finis. On transporte moins de produits manufacturiers parce qu'on en fait moins qu'on en faisait. On transporte autant de matières premières parce que l'Amérique du Nord est toujours aussi prédominante en termes de l'industrie du grain, l'industrie des fertilisants, des produits miniers. On a un très grand espace en Amérique du Nord et puis on a accès à beaucoup de ressources naturelles. Puis le reste du monde n'a pas accès aux ressources naturelles qu'on a. Fait que ça, je pense, ça va se maintenir. Et si, en tenant pas compte là, de quand ils font des réparations parce que le chemin de fer a été lavé, comme vous avez dit, il s'investit-tu des nouveaux kilomètres de pieds linéaires, des nouveaux kilomètres linéaires dans le chemin de fer ou c'est à maturité puis c'est fini puis ça bouge pas parce que quand même que la population peut se déplacer quand même. Oui. Fait que c'est plutôt la deuxième partie, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus... il se met peu de kilomètres de nouveaux chemins de fer. Oui. Et puis, il y a probablement deux raisons pour ça. Un, c'est la raison, je dirais, c'est l'acceptation sociale. C'est très, très difficile d'acheter des longs kilomètres linéaires de terrain pour pouvoir bâtir des tracts. Je pense qu'on l'a vu à Lac-Mégantic après tout le débat qu'il y a eu en termes de changer la voie de place, c'est que pour aligner 50 km par 50 km de long par 100 pieds de large de voie, c'est beaucoup d'expropriation, c'est beaucoup de gens qui, à un moment donné, dans le processus-là, ne sont pas d'accord. Donc, c'est pas possible aujourd'hui d'accumuler des terrains pour créer des réseaux. C'est très difficile. Généralement, ça va être des périodes différentes, des zones très courtes. Et puis, l'autre chose, c'est que le coût de capital aujourd'hui de faire des installations, c'est très élevé. Fait que, une des raisons pourquoi les chemins de fer ont une si haute valeur boursière, c'est que ce qu'ils ont est impossible à rebâtir. Tu peux rebâtir une nouvelle usine qui fait l'assemblage d'automobiles pour Honda, mais tu peux pas rebâtir un réseau qui ressemble au CN ou au CP. Vancouver, Halifax. Non, parce que tu peux pas accumuler des terrains. Donc, le réseau est le réseau. Il faut créer de la capacité avec la technologie, avec des systèmes plus performants, avec des trains plus longs, plus pesants, un peu comme on fait avec l'aéroport d'Orval. C'est qu'à un moment donné, tu n'as plus de terrain, donc il faut que tu trouves des efficacités à l'intérieur de ton terrain. Puis c'est ça le défi des chemins de fer. Mais c'est pour ça aussi qu'ils ont une grande valeur boursière parce que c'est impossible de créer des nouveaux compétiteurs. Ben oui, c'est super intéressant. Et pour une entreprise qui se questionne à savoir, est-ce que pour moi, c'est une possibilité d'utiliser le train? Ça se passe comment l'évaluation d'un potentiel client, savoir est-ce qu'il va faire affaire avec le CN? Est-ce que c'est une avenue pour lui de faire du train? Oui. Ben, c'est généralement une question qui va être posée par des gens qui utilisent le camionnage aujourd'hui et des gens qui gèrent des entrepôts et que leur entrepôt n'est pas servi directement par un réseau de chemin de fer. Fait que pour eux, pour accéder au réseau de chemin de fer, il faut qu'ils accèdent par l'intermodal. Donc, c'est des gens qui vont considérer d'utiliser des conteneurs de 53 pieds qui ont la même longueur que les camions sur l'autoroute pour faire des très longues distances. Donc, si on parle comme par exemple, Montréal-Toronto, c'est probablement à la limite où le chemin de fer peut offrir un service compétitif en termes de prix et service versus le camionnage. Quand tu as des distances plus longues, comme par exemple Montréal-Calgary, Toronto-Calgary, le chemin de fer, au point de vue intermodal, est plus d'avantages à offrir. Le réseau intermodal, généralement, par chemin de fer, est généralement moins cher, mais moins vite et moins fiable. Donc, moi, je compare ça un peu entre un système d'autobus et un système Uber. Quand tu prends un Uber ou que tu prends un taxi, il y a juste un client et il vient te chercher chez toi, puis il te dépose directement à destination finale, puis il va le faire avec l'horaire que tu veux. Donc, il va venir le moment de la journée que tu veux arriver, puis il va t'amener à destination finale. Le chemin de fer, c'est plutôt l'autobus, parce que là, il va y avoir 200 clients qui vont être sur le même train. Ils vont démarrer à une heure fixe
Et puis, non pas à l'heure que tu veux démarrer comme tel, mais il va y avoir un service par jour, 2 services par jour. Puis rendu à destination, la compagnie chemin de fer va organiser maintenant le camionnage pour aller jusqu'à ton entrepôt. Donc, ça prend plus de temps. C'est moins fiable qu'un camion, mais ça va être moins cher. Et quand les distances sont très longues, si ta chaîne d'approvisionnement peut vivre avec une journée de plus de temps de transit et un peu plus de variation que service camion, bien là, tu devrais considérer d'utiliser le chemin de fer parce que, bon, le coût est plus bas et puis, entre autres, le footprint de carbone est environ 4 fois plus bas que parce que maintenant, tu es sur un autobus. Donc, ta consommation par tonne de marchandises est beaucoup plus basse que si tu utilises un camion. C'est vraiment un bon comparatif. Oui. Si dans le domaine manufacturier, ben, probablement qu'aujourd'hui, tu utilises déjà le chemin de fer. Parce que si tu as une grosse usine manufacturière, probablement que tu as une antenne de chemin de fer qui vient jusque dans ton usine. Et puis, tu es probablement un des clients historiques de l'industrie du chemin de fer comme CN. Oui, il doit y avoir des clients qui sont là depuis très longtemps. Oui, oui. Surtout dans le domaine manufacturier. Hey, c'était très intéressant, M. Ruet. Il va falloir remettre ça éventuellement. On a vraiment appris aujourd'hui. On est passé de néophyte à un connaisseur junior. Là, et vraiment, merci beaucoup de votre apport, ce que vous nous avez amené. Là, vous nous avez vraiment éclairé dans le domaine. Merci. Oui. Juste en passant, vu que vous êtes travaillé avec l'Université Laval, j'ai créé une bourse à l'Université Laval de 10 000 par année pour des étudiants qui sont intéressés dans le domaine des opérations et logistiques. Parce qu'une chose au Québec, ça prend plus de gens qui s'intéressent au domaine de la logistique. Et puis, j'espérais que nos universités vont pouvoir créer plus de gens qui vont être intéressés à ça. Et entre autres, j'ai fait un don à la Faculté des sciences administratives. J'encourage les gens à s'intéresser à l'industrie, peut-être en faire une carrière. Et puis, c'est dans ce sens-là que j'ai créé la bourse à la faculté. Wow, je l'ignorais, là. Merci beaucoup. C'est vraiment super. Aïe, aïe, c'est intéressant. Là, nous, on va pouvoir partager ça sur notre site web puis sur nos pages là, parce que en tant qu'étudiante dans le domaine, puis pour l'avoir fait, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup d'étudiants. C'est un domaine aussi où est-ce que il y a beaucoup d'emplois, mais pas nécessairement assez d'étudiants pour ça. Donc, je pense que pour les entreprises puis pour les gestionnaires, de se rapprocher des étudiants, c'est une bonne façon de s'impliquer directement auprès des facultés. Puis aussi d'aller chercher les étudiants le plus tôt possible dans leur parcours pour leur faire démontrer tout ce qui est possible en logistique. Là, c'est des belles carrières, puis c'est des domaines super diversifiés. C'est vraiment super de vous voir passer au suivant de cette façon-là. Là. Félicitations, M. Oui. J'ai eu beaucoup d'aide de mes mentors et de gens au travers de leur carrière. Et maintenant, dans les derniers 20 ans, si tu veux, c'est à mon tour à redonner à d'autres. Puis maintenant, vu que je suis retraité, entre autres, je donne du temps à la faculté d'administration de l'Université Laval, incluant cette bourse-là, spécialement pour les étudiants qui ont un intérêt aux opérations et logistiques. Alors, je vous remercie beaucoup. Allez, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt.